Donc, remarque, c'est que la condition de stabilité c'est équivalent à la condition que l'application stable a un nombre fini d'automorphismes. Pardon. Fini d'automorphisme. Voilà. Et la raison pour ça, c'est qu'en fait, les automorphismes, ça revient à calculer les automorphismes de corps, d'extension de corps, du corps de la courbe vers le corps sur le corps P1, et ça, c'est fini. Donc voilà, c'est ça la raison. Et donc, avec la notion des courbes préstables, on peut considérer le problème de module à valeur dans les champs pour cette définition. C'est exactement le problème module qui, à chaque spec A, associe les groupoïdes d'application stable de degré bêta de genre G avec n point marqué. Et donc ça forme un champ. Et là, on va avoir les applications des stabilisations. Donc ici, il faut faire un point d'attention, c'est-à-dire si on a une application stable, la source, la courbe source n'est pas nécessairement stable. Mais on peut quand même contracter tous les composants qui ne sont pas stables et on arrive dans un espace de module d'éléments forts. Et on a aussi des applications d'évaluation à chaque point marqué. Donc ça, c'est des courbes stables de genre G avec un point. Voilà. Donc, théorème. Sikoncevic et Berend et Santecchi, c'est que les champs d'éléments forts propres, et la raison c'est toujours le théorème de réduction semi-stable. Et en plus, X égale à une variété Pn, l'argument de convexité nous dit que le champ est aussi lisse. Donc remarque, si X est convexe, on peut montrer que la dimension de cet espace, avec un théorème de Riemann-Roch, la dimension de cet espace, M0n x bêta, c'est bien donné par n plus la dimension de H0 de C. C, c'est la A. Bon, là, je vais choisir un point. N plus la dimension de X plus intégrale de bêta sur la classe de Chern Tx moins 3. Pardon? Convexe, ça veut dire que le H1 a valeur dans n'importe quelle application stable, c'est 0. Donc, dans le cas général, pour définir des invariants de Gromov-Witten, on a des problèmes. Pardon?
sur un nombre fini. Là c'est un nombre fini, c'est un genre fort. C'est exactement le fait que les applications sont stables. C'est cette remarque, la stabilité, c'est dire que f a un nombre fini d'automorphisme. De f, avec les points marqués. Oui, préserve les points marqués. Donc, voilà. Donc là, on revient à la situation générale et définir les invariants de Gromov-Witten. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, il y a un problème là. C'est que cet espace n'est pas lisse. Et en plus, bon, il n'est pas lisse, il admet des composants irréductibles qui ont des dimensions différentes. Donc, on a des problèmes pour construire le formalisme qu'on veut de Gromov-Witten, c'est-à-dire pour calculer les nombres d'intercessions qu'on cherche. Donc, Kontsevich et Manin ont compris que les invariants de Gromov-Witten, tous ces systèmes de nombres d'intercessions, ça fait partie d'un système axiomatique qu'on peut voir de la façon suivante. En général, les invariants de Gromov-Witten sont liés à un système d'axiomes donné par certaines opérations homologiques données comme. Donc, on a les applications IGND qui vont du groupe de Shor de X puissance n vers MGN induite par des classes dire de la façon suivante. Donc, si on considère Pi1 la projection dans Xn et Pi2 la projection dans MGN, alors on peut définir des applications en homologie ce genre de flèche de la façon suivante. Pour Pi2 étoile en bas, de I vir GND, là c'est θ, avec Pi1 étoile de gamma 1, gamma n. Donc, qu'est-ce qu'on cherche là en fait? On cherche, comme l'espace n'est pas lisse, l'idée c'est que si on arrive à corriger les classes fondamentales de cet espace par une classe qu'on va appeler la classe virtuelle, peut-être qu'on peut aussi arriver à calculer ce genre de nombre de produits d'intercession. Donc la question qui se pose, c'est comment remplacer la classe fondamentale, qui dans ces cas-là n'existe pas, n'a pas de bonne propriété,
par une classe qui fait le problème de pointage qu'on veut. Donc c'est là qu'apparaît la problématique des classes virtuelles, d'une façon liée à la correction du fait que cet espace n'est pas lisse. En plus, ce système de classes virtuelles, il doit aussi, si on veut avoir donc on vient de voir que la formule de Kontsevich, elle est cachée dans la géométrie du bord de l'espace d'application stable. Et si on veut que ce système ici des classes virtuelles nous permette de faire la théorie d'interséction dans cet espace, il faut aussi qu'il contient toute l'information de comment on récolte les courbes. Donc en fait, il faut que ce système soit compatible avec le récollement de courbes. C'est-à-dire les applications voilà. Donc, on arrive dans la problématique de la construction de ces genres de classes pour résoudre ces problèmes de comptage. Donc, là, c'est construction des classes virtuelles. Donc voilà, on vient de voir que dans le cas de P1, de Pn, ça marche bien. Pardon. Et dans les cas de variété générale, donc l'espace n'est pas lisse, il a deux types de singularités. Il y a les singularités qui sont déjà cachées dans le formalisme des champs, mais ça, c'est bon, donc singularité quotient. Elles sont résolues par le formalisme des champs. On a aussi d'autres genres de singularités, on va dire géométriques. Et qu'on va voir, on peut les voir si on commence à faire des théories de déformation de ces champs. Donc, théorie de déformation. Donc l'idée, c'est que si on veut voir ces genres de singularité, la théorie de déformation dans un voisinage de f x bêta est codée par une DG algèbre. Donc ça, c'est des calculs DG algèbre de Lie. Donc, je ne vais pas rappeler maintenant question d'AG algèbre de Lie. C'est un complexe d'une opération qui vérifie certaines conditions de symétrie. Très concrète, qui est donnée exactement par GF, qui est donnée par la cohomologie de C. C, c'est la courbe. Donc, on fixe un point F. Dans X. Donc, c'est la cohomologie de la courbe à valeur dans le complexe suivant. Donc, là, on a C.
là, on a le diviseur de tous les points marqués qu'on a mis sur la courbe. Et là, on a l'application du par df, le tangent df. Donc, on va voir ces genres de complexes pas mal de fois pendant les exposés, parce qu'en fait, on va montrer, l'exposé 2, 3, ces complexes-là, c'est exactement le complexe tangent de cette vue comme en champ dérivé. Cette complexe admet un complexe tangent, et c'est exactement le complexe tangent d'un point au point F. C'est donné par ça. D'accord? Donc, la structure d'algèbre de Lie, on va la voir après. Et l'idée, c'est que la cohomologie H1 de cette algèbre de Lie, c'est lié à la théorie de déformation de premier ordre. Et en fait, en général, cette complexe-là n'est pas zéro. On va voir des exemples, ça, c'est pas zéro. Donc, là, je viens de donner on a ces champs-là qui n'est pas lisse et on veut résoudre le type de singularité qu'on voit, qui sont cachés dans ces complexes cotangents. Et avant d'expliquer comment ces problèmes peuvent être attaqués par la géométrie dérivée, je veux juste faire ici un petit rappel d'une sorte d'évolution en perspective. Qu'est-ce qu'on a vu pendant cet exposé? Parce que on avait commencé avec un espace. Donc, pour mettre en perspective, il y a plusieurs notions d'espace qui viennent traverser. On a commencé par ça en tant que sous-ensemble d'un espace projectif. Pour résoudre le problème A, on a commencé à considérer l'espace en tant qu'un fondeur de points. Après, pour résoudre le problème B des singularités quotients et des quotientés par des isomorphismes, on a regardé ça en tant que champ. En fait, dans le cas de P2, ça va être un champ enigmophore propre et lisse. Et là, pour résoudre les questions de singularité de cet espace, la suggestion, c'est de continuer à généraliser, dans un certain sens, de généraliser la notion d'espace dans notre étape et voir l'espace bêta exactement comme un champ dérivé. Et l'idée, c'est que la géométrie dérivée va mettre en évidence la théorie des singularités de cet espace et permettre de faire la théorie d'intercession. Donc, je commence par motiver cette notion de champ dérivé. Comment ça apparaît dans ce contexte-là? Et je vais essayer d'expliquer les idées de Kontsevich. Donc, c'est ce champ dérivé-là qu'on va essayer d'étudier en détail, et cet espace tangent, pendant l'exposé 2. Je vais essayer de construire cet objet en tant que champ dérivé. On va calculer son espace tangent, et voilà. L'idée, c'est d'expliquer l'origine de cette classe. Donc, ça explique comment ces genres de classes vont apparaître et pourquoi les compatibilités sont là.
C'est surtout, je ne vais pas essayer, pendant l'exposé, je ne vais pas calculer des choses, expliquer comment ces formalismes aident à calculer des choses. C'est plutôt de donner une sorte d'explication conceptuelle à des classes de Beran, de Fantecchi et Kontsevich. Donc voilà. Kontsevich a trouvé plusieurs phénomènes intéressants liés à la géométrie de cet espace. Donc, je vais essayer de rappeler un petit peu ces genres de phénomènes. Donc, l'idée en général, c'est que la géométrie de cet espace nous amène à considérer la notion de faisceaux virtuels et les classes virtuelles. Et l'idée, c'est que à la fin, on doit être capable de construire sur x bêta un faisceau d'algèbre commutative différentielle traduit. Je vais plutôt toujours utiliser la terminologie en anglais CDGA, Commutative Differential Graded Algebra, avec, donc on va dire A, avec le H0 de A, le faisceau structural de M0 mx bêta et tel que l'élément associé en K-théorie, précisément en G-théorie, est par les caractères de Chern et après un twist par Todd, égale à la classe virtuelle qu'on cherche. C'est-à-dire, l'idée c'est qu'à la fin, c'est un faisceau d'algèbre commutative différentielle graduée sur cet espace qui est à l'origine de la classe virtuelle dans la cohomologie. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer pendant les cours. Donc, maintenant, je vais juste essayer d'expliquer pourquoi un faisceau de CDGA, là, d'accord? Pourquoi il y a naturellement un faisceau de CDGA qui apparaît dans cet espace. Donc, c'est l'origine de la géométrie dérivée de ça. Donc, pourquoi un faisceau de CDGA? Voilà. Et donc l'idée, c'est la théorie de déformation. Il y a deux façons de voir l'origine de ce faisceau de CDGA, cette théorie de déformation dérivée, qu'on va voir dans l'exposé 2 et 3. C'est que, bon, on avait donné cet algèbre de Lie
qui calcule la déformation au point F, donc F de cet espace. Et donc, Trinfeld a calculé le complexe de Chevalley de cette DG algèbre de Lie. Et Kontsevich a remarqué que les H0 de AF. Donc là, on a toujours fixé un point F dans cet espace C module. Le H0 de cette algèbre F AF donne exactement l'algèbre de fonctions de complété formel. Censé donner un complété formel. Donc là, on travaille autour d'un point F choisi. Donc la cohomologie 0 de cette algèbre donne le complété formel. Et les HI donnent. En fait, les HI, on peut faire varier le point F. Et Kontsevich a montré que cette variation de point F, ça donne un faisceau. Un faisceau cohérent sur l'espace. Autour de F. Pardon, excusez-moi, autour de F. Et finalement, on pourrait coller ces faisceaux-là. Ça se recolle et ça donne un faisceau défini sur tout l'espace. Et donc l'idée, une façon de motiver cette algèbre différentielle graduée, c'est d'imaginer que la cohomologie des HI et des H0, en fait, tout ça, ça fait partie d'un faisceau d'algèbres défini sur l'espace. D'accord? Pas que leur cohomologie, mais il existe tout un faisceau d'algèbres derrière cette famille de groupes de cohomologie, des faisceaux de cohomologie. Et donc l'idée, c'est de construire un faisceau de CDGA globalement défini et tel que le HI de ce faisceau soit exactement les faisceaux qu'on obtient par écoulement de ce faisceau-là. D'accord? Donc l'idée, c'est grosso modo que on va avoir, derrière ce phénomène de récollement, on va avoir un vrai faisceau d'algèbres qui donne... et en fait, il y a un autre phénomène géométrique associé au champ d'application stable qui est lié au fait que cette famille de faisceaux, le HI, ils sont zéro à partir d'un certain I de rang, et c'est lié à la quasi-cyclicité. Donc, en commentaire, en fait, la façon dont Kontsevich avait compris l'existence de cette structure dérivée sur l'espace, c'est plus géométrique. C'est que, en fait, l'espace tangent à F θ est concentré en 2 degrés.
La raison, c'est que le complexe est donné par ça. Et la cohomologie d'une courbe, donc c'est concentré en 2 degrés, c'est traduit, par l'existence des voisinages UF de F avec UF égale à une intersection YZ, on va écrire YF. Donc il existe des variétés lisses plongées dans une variété ambiante VF, telles que, en fait, localement, autour de F, les voisinages de S se comportent exactement comme des intersections des variétés dans une variété ambiante. Et c'est ça la notion de quasi-licité, parce que si on a une intersection de ces variétés dans une variété V, on peut considérer le complexe donné par le tangent d'Y plus le tangent de Z dans le tangent de V. D'accord? Donc à chaque fois qu'on a un complexe tangent concentré en 2 degrés, localement, autour de chaque point, ça se comporte exactement comme ça. Et c'est ça que Kontsevich avait remarqué. Et en fait, l'idée, c'est que maintenant, de l'application F. Oui. Et donc, oui, et qu'est-ce que je voulais dire? Pardon, excusez-moi. Je veux juste dire que... oui, et voilà, et donc on va voir que c'est un phénomène général qui se passe à chaque fois qu'on a un objet géométrique dérivé, tel qu'ils sont complexes cotangents, soit concentrés en 2 degrés. Ça s'appelle être quasi lisse. Et la question, c'est maintenant, si on regarde, donc on peut faire calculer les tors de Y, Z sur l'intersection V, et donc on a des faisceaux définis localement, et en fait ça se récolle, et le récollement c'est exactement le récollement des HI là. C'est-à-dire, si on considère les faisceaux, les tors I sur VF, Y, bon là je veux dire OVF, OYF, OZF, les tors se récollent globalement et récupèrent exactement les faisceaux qui sont là. Donc, localement, oui. Oui. J'ai pas compris la question, excusez-moi. Le VF, on a gagné la positivité au niveau du degré tangent de VF. Il faut que je réfléchisse un petit peu. Est-ce que l'idée c'est de voir localement la variété X oui. Comme au lieu des zéros, une section. Oui, c'est ça, c'est ça. Quelque chose de plus gros, mais qui aurait les mêmes propriétés de convexité qui ferait que dans la variété plus grosse, l'espace de module des cours serait de la bonne dimension je pense que c'est ça qui va arriver, mais je ne suis pas sûr de la réponse. Il faut que je réfléchisse un petit peu. Oui. Non, c'est juste quelque chose de plus proche de... Oui, 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 oui. Mais est-ce qu'il y a réellement des constructions qui ont été faites après du cycle fondamental virtuel qui est proche de cette idée de l'âge de... Bon, il a la construction telle qu'il a été imaginé par Kontsevich, ça a été avec une structure, un faisceau de CDGA, et après on prend de la classe de Todd, de la classe...
Mais effectivement, on va voir qu'il y en a un problème. Pour l'instant, on ne sait pas comparer exactement. Donc, deux formalismes de géométrie dérivée dans une classe virtuelle qui doit sortir. Ça, c'est clair. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas un caractère de Chern pour des champs de Riemann-Forte quasi lisses. Donc, une fois qu'on a ça, on va avoir une classe virtuelle et la comparaison avec la classe de Berne-Fateki, ça doit sortir un argument de déformation en coin normal. D'accord? Mais pour l'instant, on n'a pas ce caractère de Chern. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Ah oui, ok. Donc, oui. Donc là, on voit l'apparition d'un faisceau de CDGA. Et exactement comme vous avez dit, il existe aussi une autre suggestion. Les deux sont liés, évidemment. C'est les méthodes de Behrend et Fantecchi. C'est la notion de théorie d'obstruction. Bon, et ça, on va voir que c'est aussi une façon de récupérer le complexe tangent, l'espace tangent dérivé. Donc voilà, l'idée, finalement, c'est de donner un contexte systématique pour considérer des espaces munis des faisceaux de CDGA. Et essentiellement, c'est ça la géométrie dérivée. Donc la solution qu'on va voir pendant l'exposé 2 et 3, il contient la suggestion 1 de Kontsevich et 2. C'est bon, et là il faut mentionner les gens, Kontsevich évidemment, Kapranov, la Cohen et Vizozzi, et aussi Jacob Loury, qui ont développé tous ces sujets de la géométrie algébrique dérivée. Donc, l'idée, on va s'occuper de la notion, on va juste donner une idée de c'est quoi un schéma dérivé. Un schéma dérivé, c'est une première approximation, c'est un espace X plus muni d'un faisceau de CDGA, d'algèbre commutative différentielle graduée, OX. Et là, c'est là que, bon, c'est une des parties où la théorie devient beaucoup plus compliquée, c'est qu'on veut la propriété des faisceaux à quasi-isomorphisme près. C'est-à-dire que c'est un faisceau à valeur dans la catégorie dérivée des GHG? Non, c'est pas ça. C'est exactement ça le problème. C'est exactement ça. Donc, tel que
l'espace de paire X H0 de X soit un schéma. Un schéma standard. OX, dans ces cas-là, c'est le A que j'ai cherché. Oui, c'est le MGN qu'on cherche, exactement. X, là, ouais, bon, là, je parle des schémas dérivés, donc on va voir des exemples de schémas dérivés. Après, on voit en champ dérivé, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais on voit en schéma standard. Plus on veut que les faisceaux de cohomologie HI de OX soit cohérent, quasi cohérent. Sur H0 est nul. Donc là, j'ai pas dit que l'algèbre différentielle graduée elle est concentrée en dérivée positive, mais je veux qu'elle soit en notation cohomologique, il faut qu'elle soit concentrée en degré cohomologique négatif. Voilà. Donc, juste pour expliquer, pour motiver la semaine prochaine, on va commencer exactement par les problématiques, la définition d'une bonne catégorie des schémas dérivés et des champs dérivés. Et pourquoi on a des problèmes? Bon, parce que pour définir un schéma dérivé, il y a déjà un problème d'en poser la condition de faisceau. Mais après, la question, c'est comment on définit les morphismes de schémas dérivés. Donc, il faut que tout ça défini à quasi-isomorphisme près. Donc, il faut travailler avec des résolutions des CDGA. Donc, la problématique, c'est que je trouve pas. C'est les morphismes de schéma dérivé il faut considérer des résolutions. Pour bien définir, il faut considérer les résolutions de CDGA par des CDGA avec des bonnes propriétés. Et là, on veut dire être configurant. Donc, la semaine prochaine, je vais motiver le langage des catégories des modèles très vite. Et la façon plus moderne et robuste de voir une catégorie de modèles des infinies catégories. Comme une façon de penser, de résoudre ce genre de problème. Et on va voir que la catégorie des schémas dérivés, en fait, est dans une structure d'infinies catégories. Voilà. Et tous les objets sont définis à quasi-isomorphisme près. On ne peut rien faire ça, sans les catégories de modèles. Je croyais qu'on pouvait faire de l'infini catégorie sans catégorie de modèle. Je pense que c'est la science-fiction pour l'instant. Pour l'instant, ça reste très. On ne peut pas faire des infinies catégories sans avoir une structure de modèle. Il a la théorie d'homotopie des types qui essaie de faire ça, mais pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas arrivé. Donc voilà, on va parler de ça la semaine prochaine. Et pour finir, je veux juste énoncer le résultat qu'on va avoir aussi la semaine prochaine. C'est qu'on va voir que
il existe... Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Il existe, je vais écrire comme ça, un champ dérivé tel que, de même façon qu'ici, si on a la notion de schéma dérivé que je viens de mentionner, c'est la donnée essentiellement d'un schéma standard muni d'un faisceau d'algèbre différentielle graduée. Chaque schéma dérivé a un schéma standard associé. Et donc, on va voir qu'il existe un schéma dérivé, un champ dérivé, tel que son champ classique associé soit le champ d'application stable. D'accord. Donc l'existence des champs, c'est surtout étudié par Kapranov, et la construction en tant que champ dérivé dans le langage qu'on va utiliser, c'est des résultats de Zolzi et Timoshourg. Donc il existe un champ dérivé et en fait l'idée c'est que le faisceau structurel de ces champs dérivés est responsable par le faisceau virtuel. Comment? Bon, on peut prendre la K-théorie de cette champ, la G-théorie. Dans la G-théorie, en fait, la G-théorie de champ, c'est équivalent à la G-théorie de la troncation. Et si on prend l'image de faisceau structural par cet isomorphisme, on obtient exactement la somme alternée de toutes les cohomologies de faisceau structural. C'est exactement le faisceau virtuel tel que défini par Kontsevich. Et finalement, on va montrer, on va étudier la théorie des formations de champs dérivés, et on va voir qu'il est en champ quasi-lisse. D'accord? Et on va montrer que le complexe tangent, c'est exactement le complexe tangent qu'on a mentionné. Et voilà. Et donc, pour finir, je veux juste aussi donner quelques exemples d'application de la géométrie dérivée, parce qu'ici, on vient de voir une sorte de perspective très liée à la théorie de Roman-Witten. Mais la géométrie dérivée a des applications à beaucoup d'autres domaines. Et je veux juste annoncer quelques applications, si vous êtes intéressé au sujet. Donc je veux juste une application de la géométrie. Bon, on va écrire l'application, géométrie dérivée. D'autres domaines où ça c'est important. Bon, d'abord, on a la partie des fondements de la théorie. Ça, c'est dû à Bertrand Toen, Gabriele Vezzolzi et Jacob Loury. Dans la théorie de Roman-Witten, on a aussi les travaux de Kontsevich, Kapranov, Toen, Vezzolzi et Timoshourg. On a plusieurs d'autres applications. Par exemple, en la géométrie symplectique, la géométrie de Poisson,
Exactement, parce qu'une fois qu'on a des espaces tangents dérivés qui se comportent bien, on peut parler surtout de symplétique, surtout de Poisson, de la quantification par définition, par déformation, les invariants de Donaldson-Thomas, et voilà, ici on a Pontev, Toen, Pizzozzi, Kalak, Mélanie, Joyce, Safanov. On a aussi des interactions avec la théorie d'intersection. Je vais aussi mentionner évidemment aussi Toen Pizzozzi et aussi Banzvi-Nadler. Et aussi Julien Griveaux. Aussi, j'ai essayé de faire une liste complète, plus ou moins. Donc, il y a aussi la théorie des singularités. Les catégories de factorisation matricielle et les cycles évanescents. On va parler de ça dans la dernière exposé. Et là, c'est Pregel et Jacob Lurie. Aussi très important pour le développement de la théorie, c'est toutes les applications en théorie de homotopie stable. Homotopique stable. Là, je vais juste mentionner Jacob Lurie, mais il y a beaucoup d'autres gens en Florent, évidemment. Et la géométrie arithmétique. Là, je vais mentionner Scholz, Bath et aussi Beilinson. Et le programme Langlands, Gates-Curie, Haringking, Rosenblum, et Raskin. Et finalement, pour compléter la liste au moins que je connais, pour la symétrie miroir, la géométrie analytique complexe et rigide, les travaux de Henri Porter et Tommy Yoel. Voilà. Donc, tout ça pour vous donner une idée de tous les domaines où la théorie s'est développée. Ça fait beaucoup de sujets différents. Et voilà. Et donc, la semaine prochaine, je vais commencer par les fondements de la théorie des catégories des modèles et des infinies catégories. Et aussi la notion de schéma dérivé, la infinie catégorie des schémas dérivés. Parler un petit peu des complexes cotangents. Et dans 2 semaines, je vais expliquer les résultats avec Étienne même. Et finalement, pour le dernier exposé, je vais parler un petit peu de la théorie des motifs, la théorie de singularité et le lien avec les cycles évanescents. Voilà. Merci. Merci beaucoup.